mur structurel, d'accord? Alors que l'ossature bois, c'est de l'ossature, en fait, c'est de l'isolant entre ossatures. C'est pas tout à fait réparti. C'est un abus de langage, effectivement. Moi, d'ailleurs, je le fais aussi de temps en temps. De la MOB, des murs à ossature bois, ce n'est pas tout à fait l'isolation répartie. Et donc là, vous avez quelques coefficients qui vous donnent des ordres de grandeur. Et des coefficients de lambda, moi je viens de finir un catalogue pour construire en chambre de ponts thermiques. Donc j'ai passé quelques journées à modéliser et à calculer les ponts thermiques, mais avec le matériau béton de chambre, au niveau national. On a identifié en fait le nombre de ponts thermiques principaux, et puis après on a fait des variantes. Bon, bah, vous pouvez en avoir 300, 400. Hein. Il y a des bouquins entiers des fois de ponts thermiques. Hein. Parce que les configurations, si vous changez l'épaisseur d'isolant par exemple, tout de suite, c'est plus le même, le calcul n'est plus le même. Enfin, le résultat du calcul n'est plus le même. Donc, un pont thermique, c'est à une situation donnée. Point. C'est pas, ah bah, ouais, ça ressemble. Alors, on peut s'en approcher, évidemment. Mais si on veut réellement faire correctement les choses, il faut le calculer. Excuse-moi, Laurent. Ouais. Du coup, mur à ossature bois, ça, c'est des murs tels que les modules, par exemple, où on a le bois dans l'épaisseur. Et donc, du coup, c'est ce que tu montrais tout à l'heure. Et hier, on parlait du grèbe. La technique grèbe, ouais. Donc, c'est encore différent, du coup, puisque là, il n'y a pas de bois qui conduit à l'intérieur, vu qu'il y a des montants à l'intérieur et à l'extérieur, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, c'est encore meilleur. C'est encore c'est effectivement, bonne remarque. Ça, tu verras que négatif. il y a un catalogue. Non, alors ça peut pas être négatif. Hein. Non, mais le RFCP, hein, le réseau français des compagnons, donc qui est la fédération des pailleux, ce qu'on appelle les pailleux en France. Ceux qui, pareil, il y a les terreux, il y a les pailleux. Les boiseux. Les boiseux, non, tout à fait. C'est les compagnons entre eux s'appellent comme ça. Eh bien, a également fait un catalogue des ponts thermiques. C'était pas moi qui l'ai fait, c'est Luc Floissac, qui est un acteur majeur de la filière paille, qui a fait donc ce calcul de ponts thermiques. Et donc, effectivement, il a fait des modélisations en fonction de la technique employée, parce que en paille, tu as 6-7 techniques différentes, couvertes par les règles pro. Le grèbe est couvert par les règles pro. Et donc, effectivement, la double ossature qu'on évoquait hier, eh bien, cette double ossature va permettre, effectivement, tu as tout à fait bien identifié, de diminuer les ponts thermiques parce que je ne traverse pas la couche isolante. Un point important, vous allez bien comprendre, je pense que vous avez bien compris plutôt, que évidemment, plus on va viser l'exigence énergétique, type Passive House par exemple, plus des problématiques telles que les ponts thermiques qui paraissaient, je dirais, plutôt mineures dans les années 70-80, voire même 90, eh bien, prennent leur importance. Mineures pour nous, parce qu'en Allemagne, pour ceux qui faisaient du Passive House, déjà depuis 30 ans, eux, ils savaient déjà que le pont thermique, c'était problématique. Mais c'est comme tout. Plus vous êtes exigeant, plus les petits détails deviennent problématiques. Il est facile de répondre à une paroi, aux déperditions d'une paroi, on isole, c'est facile. Répondre à un pont thermique, c'est autrement plus compliqué, parce que quand vous avez une poutre qui vient s'ancrer sur une paroi, comment vous traitez votre pont thermique? Vous avez plusieurs façons de le faire. Comme l'étanchéité à l'air, on en parlera. Les points singuliers, ce qu'on appelle les nœuds en thermique, sont beaucoup plus compliqués à traiter, évidemment, qu'une paroi toute simple. Ça, tout le monde sait faire. On a mis du temps en France aussi à comprendre que, bah oui, quand même, que 10 cm de laine de verre, de laine minérale par l'intérieur, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de meilleur quand même à faire. Mais on s'est entêté quand même, hein, on a mis du temps. Voilà, typiquement, pour illustrer, la pose aussi des couches isolantes a son importance. Parce que si vous ne mettez qu'une seule couche, comment vous allez la fixer?
par des rails. Par exemple, là, je suis toujours pareil en l'exemple ITI classique qu'on fait, isolation par l'intérieur. Voilà, je mets mon isolant, une seule couche, parce que c'est plus facile, parce que c'est moins cher. Ok, très bien. Mais si la fixation est faite d'un matériau très conducteur, acier, métal, vous avez un petit pont thermique. Un seul, ça va. C'est la multiplication qui est problématique, évidemment. Si par contre vous mettez une autre couche par-dessus, c'est-à-dire que vos rails, en fait, ils sont décalés. D'accord? Et que la deuxième couche se fixe sur la première après, par notre système. Eh bien, le point faible, il est recouvert. Comme par exemple le sarking ou autre, où tu vas avoir tes pannes, et puis par-dessus, tu vas avoir ton isolant. Là, tu coupes le pont thermique potentiel de ta panne. D'accord? Même si c'est du bois. C'est vrai que là, on est encore mieux que ici. Non, que ici. Alors, pas tout à fait. Désolé, je suis allé un petit peu trop vite. Là, c'est intéressant parce que globalement, on se dit, ok, je suis sur un UP, un U parois de 0,23, avec un anthrax de 60, avec 2 rails métalliques ou bois. D'accord? Combien d'épaisseur il faut pour que j'ai mon UP? En intégrant, évidemment, les ponts thermiques. D'accord? Et bien là, il me faut 32 cm. Là, il m'en faut plus que 20 avec une. Là, c'est du bois, donc c'est meilleur que le rail. Je suis d'accord, c'est moins conducteur que le rail métallique, sauf qu'il est traversant. On revient à ce premier cas, mais avec un matériau moins conducteur. Donc au final, il me faut quand même plus de centimètres qu'une double couche. Bon, si j'applique la double couche au bois, forcément, je baisse encore. Et puis, l'idéal, pour certains matériaux, c'est pas possible pour tous, ça va être, par exemple, on parlait de le coller. Après, c'est la mise en œuvre, parce que si on met de la grosse bouse, comme on peut faire des fois, et vas-y que je te colle, et puis que la bouse crée en fait un truc de 3 cm, ça peut poser problème là aussi. Ou de la projeter aussi. Alors, ouais, c'est un autre mode, effectivement. On peut avoir de la ouate ou de la laine minérale, ou plusieurs types d'isolants projetés, c'est intéressant. Alors, ça nécessite effectivement de mécaniser le processus. Hein. Parce que, bon, à la truelle, tu peux, mais à un moment, voilà. Donc, généralement, voilà, on projette. C'est assez intéressant, notamment la ouate de cellulose projetée. Après, bon, forcément, c'est humide. Donc, tu as un temps de séchage. Mais au moins, elle est quand même bien collée. Et voilà, c'est bien réparti partout. Voilà, juste cette petite photo, parce que en faisant le support de formation, je suis tombé sur cette photo-là, et je ne sais plus comment d'ailleurs, et ça m'a bien parlé. Je me suis dit, tiens, ça, on a l'habitude de voir en France très régulièrement, donc l'enveloppe et puis des beaux balcons, là, qui sont bien pris. Ils sont pas... Bon, là, il y a des étais entre, mais les balcons, je vous promets, c'est bien le prolongement quand même de la dalle. Hein, d'accord? Bon, oui, on a l'habitude, c'est dans le paysage français. Okay. Je me dis, ouais, mais ça ressemble quand même un tout petit peu à autre chose, là. Hein, là mon bâtiment, j'aimerais en hiver qu'il garde de la chaleur. Okay, hein, j'ai mon générateur et mon émetteur. Okay. Donc, ça ressemble un petit peu à un moteur, hein, plus ou moins, je simplifie. L'émetteur, lui, le moteur, lui, de son côté, l'objectif, c'est qu'il dissipe, justement, pour refroidir. Ah ouais, on cherche à refroidir, en fait, nous aussi. Hein. C'est typiquement ça. Hein. Ce sont des ailettes de refroidissement hein, qu'on met sur nos bâtiments. Je suis désolé, mais c'est thermiquement parlant, c'est une belle hérésie. Hein. Bon, voilà, c'est un petit calcul pour vous montrer aussi rapidement qu'un pont thermique, ça peut être très impactant. Hein. Imaginez, et c'est bon, c'est une valeur un petit peu haute de pont thermique, je vous l'accorde, pour si vous cherchez dans la littérature, mais ça existe. Hein. Alors, on appelle ça un PSI, le pont thermique limite PSI. C'est comme ça, PSI. Donc, en watts par mètre Kelvin. Mètre multiplié par Kelvin. Si par exemple, je compare ce PSI, donc mètre sur du mètre linéaire, on va voir, avec un mur ayant 10 cm d'isolant, pour lequel on a un UP, une paroi de 0,4. D'accord? Eh bien, j'ai donc
0,4, si j'ai 2,50 m, je ne vais pas préciser, excusez-moi, oui. Si j'ai une surface de 2,5 mètres carrés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en formule, le U multiplié en fait par la surface. Je parle même pas de différence de température, je parle par Kelvin, pour 1 degré. Sur Kelvin ou le Celsius, c'est pareil puisque c'est une différence de température. Eh bien 0,4 fois 2,5 plus mon 1 watt là. Si j'ai sur 1 mètre, puisque je suis sur, voilà. Eh bien ça me fait autant de déperdition sur 1 mètre, je parle, par mon pont thermique que par ma paroi. Pourtant, je ne suis pas en un U passif de 0,15. Je suis plutôt un U qu'on évoquait plutôt RT 2012. Un petit peu plus même. Et pourtant, ma déperdition par ma paroi est aussi importante que ma déperdition par mon pont thermique. Donc, effectivement, pour certains, pont thermique, ce n'est pas un sujet. Mais si vous visez l'excellence, sans même viser l'excellence, mais en tout cas, si vous visez à réduire significativement ou à être performant au niveau énergétique, les ponts thermiques, c'est un sujet incontournable. Oui, Hugues? Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que toute la surface, donc jusqu'à tes 2,50 m de paroi, va avoir autant de déperdition énergétique que ton petit linéaire, là, comme ça. Exactement. Donc ça le double, en fait, la déperdition énergétique. Si Bah, jamais tu double. mets... Là, on est à 1, plus 1, on a autant, effectivement, ça la double. Si maintenant le pont thermique représente, donc là, oui, excuse-moi, ça représente donc 50%. Si maintenant, je dis, je double mon isolant, je passe de 10 cm à 20 cm, donc je divise par 2 mon U. D'accord? Bien là, c'est mon pont thermique. Là, on revient sur du passif, c'est mon pont thermique qui est plus important que ma paroi. Encore une fois, là c'est du psi assez haut. Mais voilà, ça permet juste de comprendre quand même que les ponts thermiques, ce n'est pas un sujet, comment dire, comme les autres. Il est aussi important qu'une paroi. Et si vous les multipliez, si vous ne les traitez pas, eh ben vous n'arriverez jamais véritablement à baisser vos déperditions et vos besoins en chaleur et donc les consommations. Je vous parlais tout à l'heure d'une paroi léopard pendant la pause. Certains me posaient la question. Je sais plus qui. Voilà la fameuse paroi léopard, Mathieu, je crois. Bien. Et puis Marc. Voilà, donc là on a nos petites équerres de fixation de l'ITE en laine minérale. Vous voyez, un petit équerre métallique qu'on voit là aussi très, très régulièrement. Hein. C'est pas, j'invente pas un truc, ça fait pas 30 ans ça. Hein. Bon, c'est merveilleux, c'est bien fixé, hein. Très bien. Sauf que là, si vous passez votre caméra thermique, qui identifie en fait les infrarouges, les plaques par infrarouge, eh bien, vous en avez un petit peu partout. C'est ce qu'on appelle, en fait, la paroi léopard. Voilà, façade léopard. Parce que, on a... C'est visible, hein. Donc, autant de gros trous, là, c'est pas des petits trous, de gros trous, voilà, votre seau, il fuit de plus en plus. Voilà. Pourtant, on va vous vendre, ouais, c'est une ITE. Hein. ITE, c'est mieux qu'ITI, ça coupe les ponts thermiques. Hein. Sauf que vous avez plein de petits ponctuels. C'est pas le gros pont thermique, là, avec la dalle traversante, le balcon, les ailettes. Mais, voilà. Alors, voilà, plus vous en mettrez, plus ça sera impactant. On finit bientôt le sujet des ponts thermiques, mais encore une fois, je pense que vous avez compris que c'est important. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais à toute jonction, je disais quasiment vous aviez des ponts thermiques. Je vous évoquais hier que la menuiserie, c'est un outil bioclimatique merveilleux, si on l'utilise bien. Fantastique. Ah oui, mais faut-il là aussi bien l'utiliser? Et puisqu'on est dans la thématique pont thermique, et comme c'est une jonction, hein, c'est-à-dire que c'est plus ma paroi courante, tout d'un coup, paf, là, j'ai un ovni. J'ai un truc là qui n'est pas du tout comme à côté. Eh bien, globalement, si vous le posez comme quasiment tout le temps qu'on pose en France, eh bien, simplement, vous avez votre isolant qui s'arrête, là, hop, il va mourir, d'accord. Votre
votre dormant qui vient sur votre paroi structurelle, probablement de l'ossature ou du réparti. Et donc, vous avez une discontinuité là, complètement. Hein. Votre isolant, votre manteau, il est là. Et puis là, il n'y a entre guillemets plus rien, il y a un gros trou. D'accord ? Eh bien, si vous faisiez un calcul de Pontamic avec les isothermes, c'est-à-dire les lignes tout simplement à égale température, eh bien vous verriez là un nœud, ça s'appelle un nœud, une concentration des lignes de flux qui explosent, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez un beau Pontamic aussi. Pas de 1 watt, comme tout à l'heure, hein, par mètre par Kelvin, vous l'avez quand même de 0,15. De rien, c'est pas neutre non plus parce que vous avez quand même plusieurs fenêtres. Voilà. Et là, vous avez un UW de 1,19 là-dessus. Hein, si on prend, si on intègre le pont thermique là, ok, j'ai à peu près 1,2 en UW. Ah oui, c'est une fenêtre du dessus. Okay. Oui. Alors est-ce que vous n'avez peut-être pas vu, Mathieu, c'est une coupe en fait. Hein. C'est une coupe. Là, vous avez votre fenêtre, votre dormant, votre ouvrant, votre vitrage, votre isolant et votre paroi structurelle. On coupe. Donc du coup, le meilleur positionnement du coup pour un ouvrant, est-ce que c'est bien au milieu de l'isolant? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est tout à fait ça. Ouais. Ta question, enfin la réponse que tu avais. Encore au bord, c'est ça. Parce qu'on m'avait dit ça, au milieu de l'isolant, ça faisait gagner encore 1 kWh par mètre carré, un truc comme ça, de cet ordre-là. Regardez, on passe de UW 1,19 UW 0,78. C'est les mêmes, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Je ne fais qu'isoler le dormant. Le UW effectif passe de 1,20 à 0,8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le gain. Mais du coup, pour faire tenir le poids sur l'isolant, forcément, il faut soit de l'équerrage ou alors un encadrement en bois qui du coup n'est pas isolant, et on retombe dans d'autres... C'est vrai, tu as raison. Alors en partie parce que là c'est une coupe, effectivement, un détail de ce type de montage te montrerait quand même que évidemment ton dormant va venir sur une partie structurelle et que ton isolant, tu as un retour d'isolant qui vient tout simplement isoler le dormant. Mais l'écoulement d'eau, du coup, parce que là, l'isolant, il est à l'extérieur. Oui, tout à fait. Alors que normalement, l'écoulement se fait en dessous du dormant. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est un détail, enfin, un schéma de principe, effectivement. Mais quand on fait vraiment, quand on va dans le détail, il faut intégrer tout ça. Et heureusement, quand même, c'est possible d'y répondre. Typiquement, tu peux intégrer ton isolant directement dans le dormant lui-même. C'est-à-dire que... Oui, c'est des fenêtres isolées. Entre autres, enfin, ce qu'on appelle, c'est un terme qui est très générique, hein, fenêtre isolante, mais en tout cas, vous avez, je ne pense pas l'avoir pris en photo là, mais vous avez des fenêtres, donc c'est plutôt évidemment destiné à du triple vitrage, parce que si on raisonne économie d'énergie, on ne va pas, là encore une fois, sortir la grosse artillerie, entre guillemets, en isolant, en se disant, bah, tiens, il faut absolument isoler le dormant, et puis derrière, je mets du simple vitrage. J'exagère, mais vous voyez bien que c'est pas cohérent, on parle de cohérence hier. Donc, il faut vraiment, évidemment, avoir une réflexion globale. Et il y a des menuiseries triple vitrage qui permettent, par exemple, de décapoter leur dormant, d'y intégrer, en fait, l'isolant que vous voulez, et de recapoter derrière. Ou directement intégrer, aussi, bien sûr. Donc ça, typiquement, là, en RT, même à l'heure d'aujourd'hui, en RT 2012, il y a énormément de projets qui sortent sans avoir un retour d'isolant sur le dormant. C'est 99%. Il n'y a quasiment que les projets passifs qui ont cette exigence-là. Mais on voit bien quand même l'impact. Ah, mais c'est d'autres techniques de montage, forcément. C'est d'autres techniques. Et c'est là où le problème, c'est de trouver des concepteurs, des artisans capables de réellement concevoir ça. Concevoir et mettre en œuvre. Parce que tu as tout à fait raison, Mathieu,
c'est un métier. Aujourd'hui, Je veux dire. c'est clairement, enfin, ça change complètement le métier, je pense, des menuisiers. Complètement. T'as raison. Parce qu'on ne sait plus du tout se poser sur. Alors, il y en a qui se forment, hein. Oui, c'est clair. Il y en a qui se C'est forment, devenu la mais norme aussi, ça reste encore de la niche, entre guillemets. Un petit graphique, moi, qui me parlait bien, et je crois, il me reste encore 2 slides sur les ponts thermiques, vous allez voir pourquoi. Parce que là encore, allons encore un petit peu plus loin. Parce qu'on peut encore aller plus loin avec le passif. Là, c'est un schéma qui n'est pas forcément évident à comprendre, hein. On est sur une coupe, une coupe en plan. D'accord? C'est pas une coupe verticale. C'est-à-dire que là, votre mur, vous le coupez là et vous le regardez du dessus. D'accord? Vous avez donc votre mur. Là, c'est directement extrait en fait de mon propre cours CEPH. Donc, désolé, j'ai pas pris le temps, il faudra que je remette un petit peu en forme. Mais globalement, vous avez votre mur qui est ici. Okay? Vous avez votre dormant qui est ici, et votre ouvrant. Donc vous avez votre cadre qui est ici, avec des joints, en fait, hein, de jonction, tout simplement, hein, sans citer de nom, mais des joints qui vont traiter notamment l'étanchéité à l'air et à la pluie. D'accord? Vous voyez à peu près, hein? Ok. Là, vous avez votre vitrage. D'accord? Les deux, bon, là c'est du double. D'accord? Et là, vous avez une petite pièce entre les deux, dont on ne parle jamais, qui est l'intercalaire. Juste là. Et là, vous avez, en histogramme, les déperditions de chaque couche, chaque composant. Déperdition d'une fenêtre standard, actuelle, déperdition d'une fenêtre passive, et montée aussi au niveau passif. Bon, ok, vous voyez votre mur. Et ça, c'est surfacique. Donc, c'est ramené pour une même surface. C'est important. C'est pas la déperdition de la fenêtre, c'est la déperdition du mur. Alors, À gauche. ça, c'est la déperdition du mur. Ouais, ok. Ça va être la déperdition de ce qu'on appelle en Passive House la mise en œuvre. Ça veut dire vraiment le montage avec les joints tout autour, qui sont déperditifs. Hein. On ne les modélise jamais en RT, hein, parce qu'ils sont contenus dans le pont thermique lui-même. Mais si on prend un pont thermique générique, voilà, on ne dit pas, bah tiens, c'est bien monté, c'est pas bien monté. Là, en Passive House, on va vraiment le modéliser, ça. Là, on a le cadre. Alors, on n'a pas fait le distinguo entre l'ouvrant, entre le dormant, excusez-moi, et l'ouvrant, simplement parce qu'on considère que là, c'est les mêmes matériaux. Donc, et on a dit, ben, voilà, ma déperdition du cadre, standard, passif. D'accord? Et là, tout d'un coup, vous voyez un tout petit histogramme, là. Ce sont les déperditions surfaciques. Je le souligne. De l'intercalaire. C'est-à-dire que ramener à la surface, si je remets ça sur une même surface, c'est-à-dire que si j'ai autant de surface d'intercalaire que de mur, voilà le ratio que j'ai. C'est-à-dire que là, mon intercalaire, c'est un gouffre énergétique. Alors, évidemment, vous allez me rétorquer, et vous aurez raison, ouais, mais j'ai peut-être, je sais pas moi, 200 mètres carrés de mur, et puis j'ai peut-être, je dis n'importe quoi, 30 mètres linéaires d'intercalaire. Ouais, mesurez-les, vos intercalaires, parce que je pense que vous ne l'avez jamais fait, et vous verrez que c'est beaucoup plus qu'on ne pense, mine de rien, parce que... Hop, exactement, il y a un périmètre, donc on multiplie, quoi. Et vous voyez la différence entre voilà, mur, la mise en œuvre, le cadre et le vitrage lui-même. Les déperditions que j'ai uniquement sur... Et ils servent à quoi ces intercalaires en fait? Ça permet à fixer entre guillemets un écart entre deux verres. D'accord. Ça permet au verre d'être maintenu. Il y a d'autres fonctions hein, aussi thermiques, mais structurellement, c'est ça. Quoi. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas encore, mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir les différences de coûts
on parlait aussi beaucoup du coût que ça représente. Tu vois. J'ai aucune idée de ce que ça peut représenter d'avoir des intercalaires peut-être. Enfin, c'est Plus quel matériau, performant. finalement, j'imagine que ça va être de l'acier standard ou je sais pas. Ah, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Ah oui, d'accord. Ok. Hein. Alors, j'ai pas mis les coûts. Parce que, évidemment, quand tu vas aller chez ton fournisseur, tu vas pas lui dire je veux un intercalaire comme ça, je veux un. Non, tu vas lui acheter en fait une baie. Ouais. Quand tu dis une baie passive, finalement, c'est une baie spécifique qui a été travaillée différemment, j'imagine. Donc Bah, forcément, une un baie coût qui est différent aussi. performante, mais pas que sur le verre ou pas que sur le cadre, qui est performante aussi, notamment sur l'intercalaire. D'accord. Et là, quelques valeurs, tout simplement. Hein, on passe de 0,076 en psi, donc, hein, le point thermique G, avec on obtient un UW de 0,89 par exemple. D'accord? On est par ailleurs constant. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, on le verra tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore abordé la menuiserie, donc je suis un petit peu tôt. Mais comme je suis sur la thématique pont thermique, je voulais quand même aborder tous les ponts thermiques. Donc là, on est sur une valeur de vitrage de 0,7, une valeur de cadre de 0,7, enfin 0,73, pardon. Et oui, alors, parce que en passif, on peut très bien avoir un cadre. En place, c'est le cadre bas qui est de 0,73 et le cadre haut qui est de 0,70. On va à ce niveau de détail. On considère qu'une fenêtre, elle n'est pas symétrique. Et effectivement, une fenêtre n'est pas symétrique. Enfin, symétrique en termes thermiques, je parle. Donc, on définit tous les composants. D'accord? Et donc, à périmètre équivalent par ailleurs, je ne change que l'intercalaire. Eh bien, je passe d'un 0,076 en psi G pour un UW, donc la caractéristique thermique de la fenêtre dans son ensemble, window, de 0,89 à, je baisse ici, 0,054 déjà. On se dit, bon, ouais, c'est pas grand-chose, 0,054. Eh bien, tout paramètre égal par ailleurs passe de 0,89, 90 quasiment, à 0,84. Allez, on continue. 54, 39, je passe de 84 à 80. On continue parce qu'on peut mieux faire. Je passe de 0 à 0,39, je passe à 0,80. Après, je passe à 0,30, je passe à 0,78. Je passe à 0,27, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Je passe à 0,27, je passe à 0,77. En résumé, je suis passé la pente thermique 0,76 pour 0,89 à 0,27, 0,77. J'ai gagné quasiment 12 points. 12 points sur du 0,8. Donc en relatif, 12 points, je suis à peu près à 20%. J'ai gagné 20% simplement en changeant l'intercalaire. 20% de ma performance de vitrage. Ça fait réfléchir quand même là aussi. Mais non formé au Passive House, personne n'y réfléchit en France. Voilà, il est 12h27. Je pense qu'on va arrêter là parce que c'est une autre section. On va aborder l'étanchéité à l'air, qui est un gros morceau aussi, tout autant que l'isolation, tout autant que la migration de la vapeur d'eau aussi, qui est un gros sujet, mais qui est intégré, enfin moi j'ai intégré dans l'étanchéité à l'air, puisque l'air est le support en fait de la migration de la vapeur d'eau. Donc vous traitez air, en partie vous allez traiter la migration de la vapeur d'eau, comme on l'évoquait hier Lunel. Pourquoi? Comment? Tout simplement en jouant sur le fait que les molécules n'ont pas la même taille. Uniquement grâce à cette caractéristique naturelle qui est plutôt bien faite. Voilà. Ok? Je propose qu'on arrête pour se substanter. Est-ce que ça clarifie un petit peu certaines choses? Là, généralement, rendu à ce niveau-là, enfin à ce niveau, normalement, si vous n'avez pas fait de formation, notamment passive, ou si vous n'êtes pas habitué avec ces principes, là, vous découvrez quand même un petit peu que, bon, oui, on rentre dans le détail, mais que c'est
pas si un détail que ça. Finalement. Non, mais après, ce qui freine toujours ce genre de truc, c'est moi, quand j'ai été voir Le fournisseur. le fournisseur, j'ai été voir RFnet ou je sais pas quoi, les mecs, on était à 1,2 pour les doubles vitrages, et de passer de 1,2 à 0,8, le coût c'est exorbitant. Enfin, déjà enfin, eux ils sont super déjà chers sur les trucs. Alors, c'est ce que j'allais dire, de plus en plus, quand même, les différences de prix se tassent. Enfin, Mais de façon... Il m'a même pas fait le prix. Il me dit, Ouais. ouais, mais là, voilà, je voulais peut-être pas. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre de demande. C'est possible. Et donc, comme tout, quand tu connais pas, ben, tu marges très nettement. Ouais, ouais, Et ça, c'est un signe. Hein. ouais, ouais. Si vous voyez des prix délirants, tu te dis, mais bon, Oui, alors ok, ça c'est change méga. pas non plus. Il y a, peux pas en ok, vendre. il y a une technologie, mais ça reste un matériau à l'intérieur. Enfin, il y a- Oui, oui, c'est juste Et- une mise en... C'est parce que c'est une effectivement, ils m'ont dit, nous, on a très peu de demandes là-dessus, parce que les C'est gens, pas ça un leur cas. va, voilà. C'est Oui, pas un puis- canal d'approvisionnement, donc il faut trouver il ne aussi peut pas les- négocier des marges de volume et tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que de la technique, exactement. Mais oui, parce que c'est pas... Donc, c'est juste la allez conception. voir les sachants. Oui, oui, bien sûr. Pour faire des calculs thermiques, désolé, mais allez voir, si vous voulez faire du passive house, allez voir quelqu'un qui connaît, parce que sinon, le gars, il va dire oui, oui, ouais, non, ça je sais, ouais, je pourrais faire. Et puis, il va vous faire aller dans le mur, parce qu'il va vous proposer des contre-vérités. Là, pareil pour les artisans. Oui, oui, je sais faire, je t'envoie un devis. Bah, il va s'y mettre, le gars. Mais comme il ne sait pas, il va marger 20% en plus, parce qu'il n'a pas l'habitude, Ouais, puis parce bon, qu'il va se poser ouais. des questions, et puis même, il va faire des conneries. Et c'est ça que je trouve. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de formations. Enfin, ça fait 10 ans. Je fais l'UT Génie thermique énergie à Nantes. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de cours sur la construction. C'était très orienté bâtiment. Après, je suis parti sur les utilités, mais on nous présentait beaucoup comment calculer des ponts thermiques, comment les contrer, quel système mettre en place, donc dimensionner. Quoi. Mais on n'est jamais allé aussi loin dans le détail et dans essayer de chercher voilà, des nouveaux fabricants. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une évolution aussi en 10 ans. Et moi, même en ayant travaillé un petit peu en bureau d'études, on n'allait pas jusque-là. Sur des maisons à l'époque, BBC, enfin ouais, on arrivait sur de la maison BBC. BBC, c'est RT 2012, hein, à peu près. Ouais, hein, ça. c'est de la RT 2012, donc c'est ce qu'on demande maintenant. Ouais, et encore, là, je pense que l'année prochaine, il va y avoir un gros gap pour tout le monde. Je pense que tout le monde se dit, parce que la nouvelle réglementation thermique, donc la réglementation énergétique, elle met quand même la barre vachement plus haut qu'avant, hein, je trouve. Enfin, de ce que j'ai Il y a 4 niveaux actuellement dans les cartons. Il y a ça va de E0 à E4. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Non. E1, E2, E3, E4. Excusez-moi, il n'y a pas de E0. E1, E2, E3, E4. Et donc, le E1, effectivement, va être. C'est plus que passif, c'est presque positif. Oui, mais et c'est là qu'on se trompe. Ouais. Mais ta remarque est bonne, mais elle est typiquement réflexion système.